Chunk 1. Et puis, vous contractez la maladie de Parkinson et l'état de la maladie de Parkinson. J'écoutais votre podcast. Oh là là, quelques problèmes techniques. Mais l'état de votre maladie de Parkinson ce moment aussi, d'après ce que vous disiez dans le podcast, c'est que tant que vous prenez les médicaments, c'est assez intolérable. Ouais. Eh bien, nous allons y venir fait, et à savoir si vous allez revenir ici ou non. Mais ce qui concerne la santé d'Oussi, c'est formidable de voir le grand homme si bonne forme réalité. Mais je sais que ça a été une chose énorme pour vous, tant que famille, qu'Oussi ait traversé ces horribles épreuves avec son dos, la maladie de Parkinson évidemment assis. Et par conséquent, il n'a pas été capable de faire ce qu'il aime le plus, c'est-à-dire les tournées. Et, vous savez, être une énorme rockstar. Comment ça a été pour vous, Sharon, tant que matriarche de la famille, de traverser ces dernières années avec aussi comme ça? Tant de gens peuvent s'identifier, vous savez, ceux qui ont un partenaire, que ce soit la femme ou le mari, qui ne va pas bien. Ça change toute votre vie. Vous savez, vous vous engagez soudainement dans une autre direction et votre vie change si radicalement. C'est vraiment dur, surtout été parce que vous savez que chaque été, aussi travaille et sort et fait des festivals et vous savez que nous voyageons partout dans le monde. Et depuis 5 ans, notre vie a changé, vous savez, de façon spectaculaire. Mais d'un autre côté, c'est formidable d'avoir aussi à la maison depuis 5 ans. Il me rend folle, mais nous avons été ensemble tous les jours pendant 5 ans. C'est un moment fugace dans la vie chaotique d'un artiste. Mais réalité, c'est une longue chaîne d'avertissements, des signes clairs de l'obscurité qui se profilent derrière ce qui semblait être un mariage inséparable entre Sharon et Ossie. Et celui qui a pris la parole n'était autre que Morgan, quelqu'un qui s'était tenu à leur côté pendant de nombreuses années, un ami, un observateur discret. Ce que Morgan savait, ce qu'il a dit un jour, s'il avait été vraiment entendu, aurait pu tout changer. Mais comme c'est souvent le co-amour, surtout le genre de dévotion aveugle réservé à un artiste profondément conflictuel comme Ossie, Sharon a choisi le silence. Et le prix qu'elle a payé a été des années de douleur, d'isolement et d'effondrement émotionnel répétés. Alors, qu'est-ce qui a fait que Sharon est restée aux côtés d'Ossie, défiant toute raison? Pourquoi a-t-elle ignoré tous les avertissements, même quand ils venaient de ceux de quelqu'un d'aussi proche que Morgan et Morgan, celui qui a tout vu depuis le début? Qu'est-ce qu'il a prévu exactement que le reste du monde n'a pas réussi à voir? Il y a 3 mois, aussi, j'ai découvert qu'Ossie buvait et se droguait à nouveau. Et c'était un moment très difficile parce que Ossie enregistrait son album et il le faisait en Angleterre. Donc, il s'envolait là-bas pendant peut-être 1 mois, 6 semaines, rentrait à la maison pendant 1 mois, puis repartait. Il buvait quand il rentrait à la maison. Il buvait, mais vous savez, nous menons des vies tellement chargées que tout ce que j'ai vu, c'était un mauvais comportement. Je n'ai jamais vu la consommation d'alcool et il touchait à des drogues, et c'était juste que tout est arrivé à un point de rupture. Chunk 2. Mais il consommait depuis 1 an et demi et je ne l'ai jamais quitté et dit « Je ne peux plus revivre ça. Je ne peux tout simplement pas. » Et il a promis qu'il travaillerait son programme, parce que c'est comme tout. Si vous ne travaillez pas votre programme, vous allez rechuter et il n'allait pas aussi pas aux réunions. Il ne travaillait pas ses étapes, il a rechuté. Mais il a rechuté pendant 1 an et demi. Mais ce qui m'a fait peur, c'est que je ne l'ai pas vu. Alors, où étais-je pendant 1 an et demi? J'étais juste égocentrique avec mon travail, je ne l'ai pas vu. Donc, ça m'a un peu botté les fesses. Ça lui a botté les fesses. La peur de ce qu'il perdrait, sa famille, le respect, et le mois prochain, ça fera 1 an qu'il est sobre et il travaille son programme. Oh, j'étais juste vraiment brisé dans tous les sens. J'ai juste enlevé chaque manche de chaque manteau que je possède. L'avez-vous fait? Oui. J'ai dit à Ossie, si tu me refais ça, je vais te couper les cheveux ou je vais couper tous tes vêtements. Auriez-vous préféré que vos cheveux soient complètement coupés ou les vêtements? J'aurais aimé ne pas avoir fait la chose stupide que j'ai faite pour que l'un ou l'autre de ces choses se produise. Et c'est la vérité, parce que vous ne savez jamais ce que vous avez entendu avant de l'avoir perdu. Et je pensais avoir perdu gros. Le nouvel album,
Vous avez tous ces gens incroyables, Elton John Slash et d'autres. Vous avez traversé tout cet enfer et pourtant, vous produisez cette grande sortie. Sharon Osbourne ne s'est d'être jamais considérée comme une héroïne, mais pour quiconque a été témoin du voyage qu'elle a enduré aux côtés d'Ozzy pendant ses années les plus sombres, il comprendrait pourquoi même le mot résilient est parfois insuffisant pour décrire une femme comme elle. Quand Ozzy a sombré dans la dépendance, la violence et la maladie mentale, Sharon n'était pas seulement l'épouse qui travaillait discrètement dans les coulisses. Elle était presque le dernier fil qui l'empêchait de tomber dans l'abîme. La période la plus sombre a commencé à la fin des années 1990 et a duré jusqu'au milieu des années 2000, quand Ozzy a été pris dans une spirale descendante d'alcool, d'analgésiques et de dépression à la suite d'une série de crises de santé. Après un accident de moto presque paralysant en 2003, Ozzy est devenu fortement dépendant des tranquillisants et des médicaments antidouleurs puissants. Ces pilules n'ont pas seulement engourdi la douleur physique, elles ont émoussé ce qui restait de sa raison. Il est devenu paranoïaque, a fréquemment perdu le contrôle et ne se souvenait souvent pas de ce qu'il avait fait quelques heures plus tôt. Pendant des mois, il a vécu comme une ombre, ne plus écrire de musique, incapable de se produire et complètement hors de contrôle. Et la seule personne qui le maintenait vie était Sharon. Sharon devait réveiller aussi doucement tous les matins avec un léger coup à la porte. Elle savait que le surprendre pouvait déclencher une crise de panique. Il y a eu des nuits où Ozzy est resté figé à la fenêtre, marmonnant des mots incohérents ou à briser son verre à vin sur le sol parce qu'il voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Souvent, il s'enfermait dans le studio d'enregistrement pendant des heures, ne permettant à personne d'entrer, rejouant obsessivement le même riff de guitare encore et encore. Une fois, Sharon est entrée et l'a trouvé assis sur le sol, du sang coulant de sa main. Il avait frappé le mur par frustration avec un enregistrement. Pire encore étaient les moments où l'alcool se mélangeait au sédatif. Ozzy, à ces moments-là, n'était plus l'homme dont Sharon était tombée amoureuse. Chunk. 3. Il devenait quelqu'un d'autre. Sauvage, désorienté, parfois effrayant et agressif. Dans une interview ultérieure, Sharon a révélé qu'il y avait des CIA. Il y avait des nuits où elle devait verrouiller la porte de la chambre de l'intérieur parce qu'elle craignait qu'il ne perde le contrôle et ne fasse quelque chose d'imprudent. Mais même connaissant le danger, elle a choisi de rester. Pour revenir à cet accident de VTT dans votre propriété Angleterre, racontez-moi ce dont vous vous souvenez de ce jour-là. D'accord. J'étais à Los Angeles et j'y travaillais et je reçois l'appel téléphonique que Ozzy est dans une ambulance route vers l'hôpital. Ce dont je me souviens, c'est quand nous filmions une émission pour la réalité des Osbourne, je suis allé sur ma voie. Je suis monté sur mon quad. J'étais descendu un talus que je faisais tous les jours et le quad s'est envolé et m'a heurté. L'instant d'après, je sais que j'étais à l'hôpital. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'équipe qui filmait les Osbourne a filmé une partie. Il s'est relevé. L'agent de sécurité est allé vers lui et l'a relevé et l'a mis à l'arrière du quad d'un autre quad sur lequel se trouvait l'agent de sécurité et l'a conduit jusqu'à l'avant de la maison. Les services d'urgence avaient envoyé un hélicoptère pour Ozzy parce que nous vivons à la campagne. Vous savez, nous avons comme une petite forêt sur notre terrain et ils envoyaient un hélicoptère. Mais les agents de sécurité l'ont mis dans la voiture et l'ont conduit à l'hôpital et il y avait un hélicoptère route. Et ils nous ont dit que la pire chose que vous puissiez faire est de déplacer quelqu'un après un accident comme ça. Mais Ozzy ne se souvient de rien parce qu'il était état de choc et il n'était pas sûr de ses blessures. Et puis, le médecin m'a appelé et m'a parlé de son bras. L'artère principale de son bras avait été sectionnée et il n'y avait pas de flux sanguin, pas d'oxygène dans son bras et ils essayaient de sauver son bras. Et dès que j'ai entendu ça, j'étais parti. Vous savez, je suis juste comme je n'y arrive pas. Et je suis monté dans un avion littéralement 2 heures plus tard. J'ai volé à Londres. Tout le monde Angleterre était juste, vous savez, tellement dévasté. La police m'a rencontré à l'aéroport. Ils m'ont emmené à l'hôpital. Vous savez, 30 minutes et, vous savez, tout le monde se ralliait autour d'Ozzy.
Et ils avaient mis aussi dans un coma artificiel pendant 8 jours pour qu'il ne souffre pas. Et quand j'ai littéralement vu Ozzy pour la première fois, il était dans une salle pleine de gens qui étaient dans le coma. Et vous savez, des tubes et des bouteilles sortant de partout. Et vous savez, d'un côté de lui, il y avait une bouteille saille de sang où il dégoulinait de l'autre côté, c'est plein de pipi. Et je suis juste comme, c'est un cauchemar. Je vais me réveiller dans 1 minute. Le déclin de la santé d'Ozzy a commencé avec un accident de véhicule tout-terrain 2000 quand il s'est cassé le cou et a subi de graves blessures. À première vue, cela ressemblait à une blessure qui n'aurait pas d'impact durable sur sa vie. Mais réalité, cela a marqué le début d'une détérioration lente et constante de son état physique. Puis, 2019, Ozzy a subi un autre accident grave. Cette fois, une chute a aggravé les anciennes blessures, aggravant son état déjà fragile. Cependant, la vérité derrière les batailles d'Ozzy était beaucoup plus grave. 2005, on lui a diagnostiqué la maladie de Parkinson, une maladie neurologique dégénérative qui affecte gravement les mouvements. Bien qu'il connaisse la maladie depuis un certain temps, Ozzy a toujours essayé d'agir comme si elle ne prendrait pas le contrôle de sa vie. Pourtant, après chaque opération et chaque long traitement, il est devenu de plus conscient du déclin de son corps. Chunk 4. Pendant 5 ans, Ozzy a subi une série d'opérations, des opérations du cou aux remplacements articulaires et des traitements pour la maladie de Parkinson, mais son état n'a jamais connu d'amélioration significative. Ce n'était pas seulement le corps d'Ozzy qui s'effondrait, la force mentale et émotionnelle de Sharon s'usait jusqu'à l'os. Des tournées interminables, avec des horaires épuisants, des conférences de presse pour gérer les scandales, et même des appels téléphoniques à minuit de managers signalant Ozzy disparu après une fête sauvage. Tout cela ressemblait à un hachoir à viande implacable. Et pourtant, Sharon se présentait toujours à l'heure à chaque réunion, se composait pour chaque entrevue et continuait à protéger farouchement Ozzy devant les médias, même quand il n'était plus état de se défendre. Il y a eu de nombreux moments où Sharon aurait pu partir, mais elle ne l'a pas fait. Pas parce qu'elle était faible. Au contraire, elle était si forte que c'était presque incroyable. Elle est restée non pas par habitude, mais parce qu'elle croyait quelque chose de plus grand, que derrière toute la folie et l'instabilité, il y avait encore un Ozzy qu'elle avait autrefois aimé, l'Ozzy qu'elle avait vu briller sur scène, celui qui la faisait pleurer quand il écrivait des paroles juste pour elle. Cet homme m'a blessé plus de fois que je ne peux compter, mais il était aussi le seul, quand il était sobre, qui m'ait fait sentir que je faisais partie de quelque chose de beau. Et c'est peut-être cette croyance qui l'a fait tenir pendant les années les plus sombres, les plus douloureuses et les plus solitaires de sa vie. Je veux dire, j'ai été un mauvais garçon parfois. C'est comme une pièce de Shakespeare, notre histoire d'amour. Ozzy a été un vrai coureur de jupons et tout ça. Eh bien, vous devez être juste. Avez-vous craint, la dernière fois, que Sharon vous quitte vraiment? Oh, absolument. J'étais terrifié. Étiez-vous accro au sexe? Je pense que c'est une autre drogue. Si vous êtes un junkie comme je l'étais, tout ce qui altère votre esprit, vous y allez. Je n'aimais aucune de ces personnes, vous savez. J'ai appris une leçon, vous savez. À quel point êtes-vous arrivé, Sharon, à le mettre dehors? Oh, j'étais juste vraiment brisé dans tous les sens. Juste chaque manche de chaque manteau que je possède. Chunk 5. L'avez-vous fait? Oui. J'ai dit à Ozzy, si tu me refais ça, je vais te couper les cheveux ou je vais couper tous tes vêtements. Alors, le mariage est censé durer pour le reste de votre vie. Alors, faites-le. Faites-le. Alors quand les gens disent « Oh, vous savez, notre travail nous a éloignés l'un de l'autre », eh bien, ça ne va pas arriver dans les 40 prochaines années, n'est-ce pas? Vous savez, j'ai trouvé que Mich et moi avons fait cours de route de temps en temps. Nous avons renouvelé nos vœux. C'est un assez bon outil à avoir, parce que vous oubliez que qu'est le contrat. Oh, la miss. Oh, j'ai fait ça mal. Elle va me frapper maintenant. Vous savez, vous faites des erreurs. Vous faites des choses stupides. Mais je veux dire,
Vous savez, c'est une voix à double sens, c'est vrai. Ces 5 dernières années ont été un enfer et j'ai été un casse-pied essayant de me rétablir, mais ma famille a été si merveilleuse. Ma femme a travaillé d'arrache-pied pour essayer de m'aider à me remettre sur pied. Et mes enfants ont été formidables aussi. C'est le cadeau que vous recevez quand vous avez une relation, un mariage, pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie et dans la santé. Dans les années les plus sombres, quand la dépendance a noyé toute raison et que la maladie a commencé à ronger son corps, Ozzy Osbourne a finalement été forcé de faire face à une vérité qu'il avait évitée pendant des années. C'était lui qui avait profondément blessé la femme qui avait toujours été à ses côtés, Sharon. Les accès de colère dus à l'ivresse, les explosions, la perte de contrôle, non seulement ils ont terni l'image d'une légende du rock, mais ils ont aussi laissé des cicatrices émotionnelles durables dans leur mariage, qui ne pourraient jamais guérir complètement. Bien qu'il ait toujours porté un masque d'indifférence au fond de lui, Ozzy n'a jamais cessé de se sentir coupable. Il savait exactement ce qu'il avait fait. Les trahisons, les nuits où il disparaissait sans un mot. Les choses cruelles qu'il disait dans des moments d'ivresse que Sharon devait silencieusement avaler avec des larmes que personne n'a jamais vues. Son regret, oui, est venu trop tard, mais il était brut et brutalement honnête. Il a dit un jour que chaque fois qu'il voyait Sharon nettoyer silencieusement les dégâts qu'il laissait derrière lui, que ce soit une crise sur scène ou une crise de panique à minuit, il avait l'impression de tuer lentement la chose la plus sacrée que la vie lui avait donnée, une véritable partenaire de vie. Il y a eu des moments où Ozzy a vécu dans la crainte que Sharon ne le quitte vraiment, et cette crainte n'était pas vague. Chunk 6. Elle le hantait. Chaque fois que la sobriété revenait, force après une nuit perdue dans l'alcool et les pilules, il savait qu'il ne méritait pas le pardon. Pas pour ce qu'il avait fait. Pas pour la façon dont il avait brisé la confiance de la seule femme qui ne lui avait jamais tourné le dos. Sharon n'a jamais été une femme fragile, mais elle a vécu dans l'obscurité pendant bien trop longtemps juste pour préserver une lueur d'espoir pour son mari. Il y a eu de nombreuses fois où elle a fait ses valises et est sortie de la maison pour ne revenir que quelques heures plus tard. Pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle ne pouvait se résoudre à abandonner quelqu'un qui combattait ses propres démons. Sharon n'a pas toujours été une femme du monde du rock sauvage, mais elle a appris à survivre dans ce monde. Un monde où l'amour signifie plus que de la simple romance. Cela signifie résilience et endurance. Elle a fait semblant d'être ivre pour se fondre dans la masse, a souri à travers la douleur. Quand elle était sur le point de craquer, Ozzy l'a vue, et dans ses rares moments de lucidité, il a eu honte. Honte d'avoir forcé cette femme à devenir quelqu'un d'autre juste pour rester à ses côtés. Au fil du temps, Ozzy a commencé à réaliser qu'il ne pouvait plus continuer comme ça. Chaque fois que Sharon disait qu'elle pourrait partir, il avait l'impression que la vie elle-même lui échappait. Aucune scène n'était assez grande, aucune foule assez bruyante pour combler le vide. Son absence laisserait. Et donc, pour s'accrocher à la dernière chose précieuse qui lui restait, Ozzy a fait quelque chose qu'il avait toujours évité. Il a admis ses fautes. Il n'a pas blâmé la maladie. Il n'a pas trouvé d'excuses à son passé. Il a clairement dit qu'il avait tort, qu'il avait été cruel, qu'il avait fait vivre à la femme qu'il aimait dans la douleur pendant bien trop longtemps. J'ai rencontré Ozzy quand j'avais environ 18 ans et il est venu dans le bureau de mon père pour être géré avec Black Sabbath. J'avais donc 18 ans quand je l'ai rencontré pour la première fois. Le coup de foudre? Non. Non, pas du tout. J'étais genre « Oh Seigneur, regardez-les ». Et ils étaient tous bizarres et poilus, et parce que j'avais l'habitude de traiter avec des artistes qui étaient américains, et ils étaient vraiment soignés, et ils sentaient bon, et vous savez. Soudain, ces gars arrivent, et ils sont poilus, et ils sont très, vous savez, du nord de l'Angleterre, et ils ne ressemblent ou ne s'habillent comme rien que j'ai jamais vu. Et donc j'étais très nerveuse à leur sujet. Eh bien, compte tenu de cette première impression, comment diable quelque chose a-t-il pu se développer?
Chunk 7. Je suis allé voir leur spectacle ce soir-là avec mon père. Ils se sont produits dans ce club à Londres et j'étais tellement impressionné par ce que je voyais. Encore une fois, je n'avais rien vu de tel parce que tous les artistes avec lesquels nous avions traité étaient très lisses et une catégorie différente de musique. Un genre différent de musique, juste totalement différent. Et puis quand j'ai vu et à quel point c'était électrique et à quel point c'était différent, j'ai été époustouflé. J'étais genre « wow ». C'est donc là que je me suis intéressé à Black Sabbath. Eh bien, quand est-ce que vous et Aye avez commencé à devenir sérieux? Vous dites que ce n'était certainement pas le coup de foudre. 79, nous travaillions ensemble et c'est 1980, que nous avons commencé. Nous travaillions ensemble et c'est juste devenu quelque chose d'autre. Eh bien, qu'est-ce qui, selon vous, vous a d'abord attiré chez lui et vous a gardé attiré par lui? Maintenant, nous savons tous que personne ne traverse le mariage indemne. Mais soyons réalistes, vous avez vécu des moments vraiment difficiles et tumultueux. Mais qu'est-ce qui vous a gardé si attaché à lui? Il était tellement drôle et vif d'esprit, et pourtant très vulnérable. Et je pensais juste qu'il était le gars le plus drôle et le plus gentil que j'ai jamais rencontré, parce qu'il était tellement vulnérable à propos de tout, et cela m'a juste attiré vers lui. Notre jour de mariage était très taché. Vous n'êtes même jamais sorti de la camionnette. Je ne sais pas où vous alliez. Un club, et vous n'êtes même jamais sorti de la camionnette parce que vous étiez déjà tellement ivre-chemin. Eh bien, je me suis bien amusé, je crois. Dans la camionnette. Je ne me souviens pas du mariage, vous savez? Non, parce que vous étiez hors de vous. Et vous n'êtes même jamais entré la nuit de noces. Aussi avait l'habitude de entrer le matin et m'apporter le petit déjeuner. Et il cueillait des fleurs dans le jardin. Et il m'écrivait de petits mots. Et je les ai tous gardés sur mon plateau de petit déjeuner. Et je trouvais ça tellement adorable. Je sais que c'est probablement mou et baveux, mais vous savez, de temps en temps, vous devez vous dire que vous vous aimez. Eh bien, il y a tellement toujours un peu d'infidélité de ma part dont je suis toujours très embarrassé, et je le suis toujours. Chunk 8. Calme. Vous êtes bien devenu calme. Je pense que c'était probablement la consommation d'alcool d'aussi. Nous n'avons plus à nous occuper. Dieu merci, mais je pense que c'est la boisson. Je fume juste beaucoup. Ouais, je te disais toujours d'arrêter de fumer devant les enfants et tout ça. Et puis tu disais, arrête de m'intimider. Je suis genre, je te demande juste de ne pas fumer. Je pense que nous nous sommes rapprochés. Vieillissant, vous savez. Ouais, bien sûr que nous l'avons fait. Je veux dire, c'est certainement mieux maintenant. Ce qui me concerne, c'est mieux maintenant que ça ne l'a jamais été. Sharon Osbourne n'a jamais complètement permis à Ossie de devenir une figure haineuse dans son cœur. Étrangement, au milieu de toutes les blessures, elle s'accrochait encore à de beaux souvenirs, pas seulement comme une forme de réconfort, mais comme un rappel que le vrai Ossie n'avait jamais complètement disparu. Dans ces nuits solitaires, dans les couloirs d'hôpitaux, quand Ossie souffrait de crises dues aux réactions aux médicaments, Sharon pouvait encore clairement se souvenir des premiers jours, quand il s'asseyait près de la fenêtre avec sa guitare, grattant de simples mélodies et souriant appelant son nom comme si le monde ne contenait que d'eux. Elle se souvenait du feu dans ses yeux après un spectacle réussi, de la façon dont il serrait sa main dans les coulisses tandis que la foule rugissait aussi comme le tonnerre. Elle n'a jamais oublié les matins où il se réveillait. Sobre, lui, faisait son thé, s'asseyait à côté d'elle et disait « Tu es belle aujourd'hui ». Ces rares moments fugaces ont suffi à Sharon pour s'accrocher comme s'il s'agissait de pépites d'or pures enfouies dans la boue. Elle a dit un jour que son amour pour Ossie n'était pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'elle savait que sous le chaos, il y avait encore un cœur chaleureux et fragile qui avait besoin d'être tenu à deux mains. Elle n'a jamais oublié les fois où il a écrit des paroles avec son nom dedans, les chansons qu'il a composées juste pour Sharon, et les larmes qu'il a versées chaque fois qu'elle partait, même si ce n'était que pour une journée. Personne ne connaissait Ossie comme Sharon le connaissait, pas seulement la célèbre rockstar, mais l'homme maladroit qui luttait pour exprimer son amour. Terrifié par l'abandon,
désespérée de pardon. Et donc, malgré la douleur et les cicatrices accumulées, Sharon n'a jamais effacé les bons souvenirs. Elle les a gardés comme des rappels que l'amour n'est pas toujours doux, mais quand il est assez fort, il peut pardonner même les choses les plus impardonnables. Elle croyait que chaque fois qu'Ossie criait dans un tumulte émotionnel, chaque fois qu'il sortait au milieu de la nuit, chaque fois qu'il la blessait, quelque part, au fond de lui, une partie de lui l'appelait encore par son nom, demandant de l'aide, suppliant d'être aimé une fois de plus. C'est pourquoi Sharon n'a jamais qualifié son histoire d'amour de tragédie, parce que dans son cœur, elle ne s'est jamais terminée comme une phrase. Elle ressemblait à un long et difficile voyage que tous les deux avaient choisi de ne pas abandonner parce qu'ils croyaient que parfois le miracle réside dans votre capacité à vous souvenir encore de ce qui était beau, même quand tout autour de vous s'effondre. Le jour où Ossie Osbourne est décédé, le ciel n'a pas plu. Chunk, 9. Mais pour sa famille, c'était comme si les cieux s'étaient effondrés. L'annonce de sa mort n'a pas secoué les médias de manière sensationnelle comme cela arrive quand une star du rock légendaire meurt. Au lieu de cela, elle est arrivée tranquillement, douloureusement et pleine de tristesse. Parce qu'aussi, malgré le fait d'être un symbole de rébellion, de controverse et d'erreur, a toujours été le cœur d'une famille où Sharon était le fils doux. Et il était la tempête imprévisible. Sharon, la femme qui l'a soutenu à travers tout, de la dépendance au scandale, de la maladie à la dépression, n'a pas pleuré devant les caméras. Mais quiconque la regardait pouvait voir la rougeur, le gonflement, le vide dans ses yeux. Elle n'a pas dit grand-chose après le décès de son mari. Juste un court message posté sur son Instagram. Il a trouvé la paix, et je n'ai toujours pas appris à vivre sans lui. Dans les jours qui ont suivi les funérailles, Sharon a rarement quitté leur propriété de Buckinghamshire, la maison qu'Ossie aimait le plus pour sa paix, pour le petit jardin où il s'asseyait chaque matin avec une tasse de café et leur chien bien-aimé. Cette maison avait vu des centaines de disputes, d'innombrables silences nés du conflit, mais elle contenait aussi les morceaux les plus doux de leur amour, comme la fois où Ossie s'est agenouillé pour demander pardon à Sharon, ou les jours où il se remettait de son accident, et elle s'était assise à lui masser les épaules pendant des heures sans se reposer. Sharon avait autrefois été si forte que les médias l'avaient surnommée la Dame de Fer. Mais après la mort d'Ossie, elle s'est brisée. Un jour, la gouvernante l'a trouvée assise sur les marches arrière à midi, écoutant tranquillement l'un des anciens enregistrements d'Ossie, No More Tears. Elle n'a pas pleuré, n'a pas soupiré, a juste rejoué le refrain encore et encore, comme si elle parlait encore à une voix qui s'était éteinte pour toujours. Leurs enfants, Amy, Kelly et Jack, ont lutté tout aussi profondément contre la perte. Amy, la plus discrète des trois, qui apparaissait rarement publique avec la famille, a partagé un hommage bref mais obsédant. Mon père n'a jamais été parfait, mais il nous a aimés avec une sorte d'amour féroce qui vous effrayait parfois. Aujourd'hui, le monde a perdu un artiste. J'ai perdu une partie de mon âme. Kelly, la deuxième fille qui avait farouchement défendu le nom de son père d'innombrables fois, n'a pas pu cacher son chagrin. Dans une vidéo des funérailles, la même femme qui s'était autrefois tenue ferme contre les médias internationaux s'est effondrée comme une enfant au moment où le cercueil d'Ossie a été descendu dans le sol. Elle est tombée à genoux à côté de Sharon, serrant la main de sa mère comme si elle ne pouvait pas croire que l'homme qui l'avait autrefois fait marcher sur scène et chanter pour l'endormir avec sa voix rauque n'était plus qu'un souvenir. Jack, le seul fils et co-vedette d'Ossie dans l'émission de télé-réalité de leur famille, était inhabituellement silencieux. Il a dit un jour « Mon père n'était comme personne d'autre, et quand il partira, personne ne le remplacera jamais. » Dans les premiers jours après les funérailles, Jack s'est enfermé dans son studio à domicile. Il a passé des heures à écouter de vieux enregistrements, des extraits aléatoires de son père divagant sur les Osbourne, les rires, le chant faux. C'est devenu le seul son qui rendait le monde un peu moins vide. Chunk, 10.
Sharon comprenait la douleur de ses enfants, mais peut-être que personne ne comprenait vraiment la profondeur de la douleur qu'elle portait. Parce qu'elle n'avait pas seulement perdu un mari, elle avait perdu l'autre moitié de son âme. La partie qui l'avait aidée à construire un empire, une famille, une vie de souvenirs s'étendant sur près de 5 décennies. Sans aussi, il n'y avait plus de cris, plus de blagues ridicules, plus d'histoires absurdes de minuit. La maison était devenue terriblement silencieuse. Quand les lumières de la scène s'éteignent pour de bon, quand les cris et la distorsion s'estompent dans la mémoire, ce qui reste n'est pas la gloire ou les chiffres des classements. Ce qui reste, c'est une femme assise à côté d'une photo de son mari, regardant dans le vide incommensurable où aussi était autrefois, non pas comme une légende du rock, mais comme un mari, un père, une âme compliquée qu'elle avait aimée et choisie pendant près de 50 ans de sa vie. Sharon n'a jamais essayé de le canoniser après son départ. Elle n'a pas nié ses défauts, n'a pas effacé les moments douloureux qu'ils s'étaient causés l'un à l'autre. Mais elle s'est accrochée à tout cela, le bon et le mauvais, comme quelqu'un qui s'accroche à un vieux tapis, effiloché, usé. Mais chaque fil porte un souvenir irremplaçable au monde. Ozzy Osbourne sera peut-être toujours le prince des ténèbres, le fou des scènes de rock, l'homme qui a changé la vision du monde d'un artiste rebelle. Mais pour Sharon, il était simplement le premier homme qui l'ait jamais fait rire quand elle était enfant, le seul homme qu'elle ait jamais vraiment aimé, et celui qui l'a fait le plus pleurer dans sa vie. Cette complexité était l'essence de leur amour, désordonné, imparfait, mais terriblement réel. Après les funérailles, Sharon a décidé de ne pas quitter leur maison. Elle a dit qu'elle devait rester pour continuer à parler à Ozzy, même si ce n'était que dans son esprit. Elle a placé une chaise vide sur le balcon à côté de la table bois à laquelle il avait l'habitude de s'asseoir chaque matin comme si elle attendait une conversation qui ne s'est jamais vraiment terminée. Et chaque soir, elle se promène encore dans le jardin, serrant le vieux porte-clés. Ozzy avait l'habitude de porter un morceau de métal usé avec une étiquette plastique qui disait à Sharon « Amour toujours away ». Peut-être que Sharon a besoin de personne pour comprendre son chagrin. Elle a vécu avec lui assez longtemps pour savoir que l'amour ne sauve pas tout, mais il nous donne la force de continuer même après avoir perdu la chose la plus importante. Et maintenant, avec ce voyage à son dernier chapitre, Sharon se tient toujours comme elle l'a toujours fait. Pas par devoir, pas pour les apparences, mais à cause d'un amour si profond qu'il ne s'est jamais tari. Elle a dit un jour que si on lui donnait la chance de choisir à nouveau, même connaissant toute la douleur, elle choisirait toujours Ozzy. Parce que pour elle, il n'était pas seulement l'homme qu'elle aimait, il était l'endroit où elle appartenait. Pas un lieu de paix, mais un lieu de vérité brute et inébranlable. Et à ceux qui l'ont interrogé, piétiné ou loué, Sharon n'a laissé qu'un seul message. Je ne suis pas resté parce que je devais. Chunk 11. Je suis resté parce qu'il n'y avait aussi nulle part ailleurs. Et si vous voulez continuer à explorer les facettes cachées des légendes de la musique au-delà des projecteurs, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous serons de retour avec des histoires que vous n'avez jamais entendues.